Cette semaine au TSLH Podcast, je reçois Seb Gagné du TSLH Espoir. Avec Seb, on parle des espoirs du repêchage 2024. On discute d'où on est rendu avec nos visionnements pour ce repêchage-là. Et on parle également du fameux repêchage 2019 où on retrouve plusieurs espoirs des Canadiens, plusieurs joueurs actuels des Canadiens qui ont été non seulement repêchés mais aussi acquis par des transactions. Donc, analyse du repêchage 2019, redraft du repêchage 2019 et on termine avec un petit bloc sur le Rocket de Laval, début de saison le 13 octobre pour le Club École des Canadiens de Montréal. Bienvenue dans le TSLH Podcast. L'épisode est une présentation de barbenoir.com. Visitez le site web à barbenoir.com pour consulter toute la gamme de produits livrés partout en province de Québec. barbenoir.com. Et le podcast est aussi une présentation de eBox. Utilisez le code promo PM1736 pour sauver 25$ sur votre facture Internet à domicile. PM1736. Sur ce, bon épisode. Bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast. Oui, ceux qui regardent en vidéo le voient, je suis seul présentement. La réalité, en fait, ceux qui sont live présentement sur Patreon, merci d'être là. Vous voyez la réalité du podcast derrière les coulisses. Des fois, la vie de famille et les obligations font en sorte que il y a des soirs qu'on n'enregistrait pas dans le podcast. Mais quand on fait des lives, il faut se débrouiller. Jess était censé venir sur le podcast. Pascal était censé venir sur le podcast. Finalement, je vous ai organisé un petit épisode ce soir bien plaisant, malgré tout, parce que tout le monde m'a abandonné. Que voulez-vous? C'est comme ça. Des imprévus, ça arrive. Je salue mes collègues. On va s'en reprendre assurément dans les prochains épisodes. Mais j'ai demandé à Seb Gagné du TSLH Espoir de venir me rejoindre tout à l'heure dans l'épisode pour parler de Scouting 2024. Je rappelle à ceux qui sont en live sur Patreon, vous pouvez m'envoyer vos questions sur n'importe quoi, je vais y répondre. Au menu dans cet épisode, je vous ai préparé une petite chronique au niveau du repêchage 2019. La saison des Canadiens est commencée. On voit les Kirby Dach, on voit les Alex Newhook, on voit RHP, Raphaël Harvey-Pinard qui est dans l'alignement cette année. Évidemment, il y a Cole Caulfield aussi au sein de l'équipe. Une cuvée assez impressionnante pour les Canadiens, mais c'est pas tous les joueurs qui ont été repêchés par l'organisation. Il y a eu des transactions, évidemment, pour que ces gars-là s'en viennent à Montréal. Je vous offre un petit redraft 2019, une petite analyse de ce repêchage-là d'entrée de jeu.
Par la suite, on parle un petit peu du début de saison du Rocket de Laval. Ça commence le 13 octobre. Donc demain pour ceux qui écoutent en live présentement. Jess et moi, on va être sur place pour couvrir le match. Donc écho de vestiaire, point de presse de l'entraîneur. Ça va être disponible sur le site de toutsurlehockey.com. Et par la suite, Seb va venir me rejoindre pour qu'on parle du repêchage 2024. Mais d'abord, repêchage 2019. On se souvient, c'est le fameux repêchage où un certain Jack Hughes était pressenti pour être le numéro 1 à cette époque-là. Il y avait des discussions aussi avec Capo Caco au niveau du premier rang, mais finalement, Jack Hughes est sorti premier. Caco et Hughes, deux joueurs qui se sont comme. Ça a été long avant là, qu'on s'installe dans la Ligue nationale en tant que joueur élite. Caco, on attend encore, évidemment. Mais Jack Hughes fait maintenant partie de l'élite, à mon avis, dans la Ligue nationale. Comment les experts classaient ce top 15-là, le top 15 du repêchage 2019, on se souvient, c'était assez clair, Jack Hughes, Capo Caco dans les deux premiers. Par la suite, on avait des Kirby Doc qui étaient classés troisième par la centrale de recrutement, mais que par Bob McKenzie, Elite Prospect, on le retrouvait plus au 5 et 8e rang. On avait Bowen Byram qui était un joueur assez consensuel au 3e rang. Alex Turcotte qui était classé quand même assez haut. Plus tard, je vais revenir sur les surprises et les déceptions de ce repêchage-là, mais clairement, Alex Turcotte en fait partie de ces déceptions-là. On attend encore l'éclosion de ce joueur-là. Puis évidemment, la grande surprise de ce repêchage-là en 2019, ben, c'est Moritz Seider, le défenseur des Red Wings de Détroit. Seider est sorti 6e, si je ne m'abuse. Et pas mal tout le monde était surpris, honnêtement, que ce gars-là sorte à ce rang-là. C'est un défenseur qui a risé, oui et non, dans les listes. Quand je regarde les experts où classaient Moritz Seider à l'époque, on avait le 16e rang du côté de Bob McKenzie. Puis Bob McKenzie, c'est quand même un expert qui classe les joueurs habituellement d'une bonne façon. Bob McKenzie, on le sait, là, c'est vraiment quelqu'un qui va parler avec des recruteurs, qui va avoir des informations. Il y a à peu près une dizaine de recruteurs avec lui qui font une espèce de liste consensuelle avec les opinions de tout le monde. Puis Seider était classé 16e. Fait que c'est pour dire que, souvent, on se dit la liste de Bob McKenzie, c'est la plus grande référence dans toute l'histoire des listes. Mais il n'y a personne qui sait le jour du repêchage quel joueur la formation va repêcher. Seider qui était 16e dans la liste de Bob McKenzie, 18e dans la liste d'Elite Prospect. Ceux qui l'avaient le plus haut, c'était le magazine McKinsey qui l'avait 15e. Fait que, vraiment, là, on voyait une sortie pour Seider au beau milieu de la première ronde et finalement, sixième choix. Les Red Wings, que clairement, ils ne se sont pas trompés, du moins présentement, de ce qu'on voit avec Seider dans la Ligue nationale de hockey. Mais si je continue avec les surprises, Moritz Seider, Mathias Maccelli. Mathias Maccelli qui a été un 98e choix, repêché quand même assez loin. Là. C'était un gars qui n'était même pas classé dans la liste de Bob McKenzie. C'était un gars qui était classé par Elite Prospect au 63e rang, mais qui était classé 186e par Future Consideration, qui est FC Hockey. C'était vraiment c'est un gars un peu sorti de nulle part. Puis avec les Coyotes, ça va quand même assez bien. Ça va être à suivre pour cette saison. Là. L'année passée, il a connu toute une saison. Est-ce qu'il va être capable de maintenir le cap? Ce sera à voir. Toujours dans le repêchage 2019, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Raphaël Harvey-Pinard, c'est quand même une belle surprise de ce repêchage-là. Je pense que les Canadiens ne se sont pas trompés en offrant un choix à un Québécois à la fin du repêchage. Un guerrier, un gars qui va prendre n'importe quel rôle dans l'alignement. Puis on l'a vu d'ailleurs, je fais une parenthèse, sur le premier match des Canadiens.
Raphaël Harvey-Pinard jouait sur la 4e ligne et il a très bien joué. Il offrait un échec avant soutenu, des replis de qualité. Il a coupé des passes, il a coupé des jeux, il a récupéré des rondelles. Non, il n'a pas joué comme le joueur de 20 buts qu'il peut être, mais il n'était pas dans cette chaise-là, dans ce match-là contre Toronto. Et dans le rôle qu'on lui a donné, il a excellé. C'est un peu ça, Raphaël Harvey-Pinard. Puis si on remonte au repêchage 2019, ben Raphaël Harvey-Pinard, seul Future Consideration Hockey qui avait classé RHP. Il l'avait classé 276e. Euh, Fait que c'est vraiment impressionnant. Même Elite Prospect, Bob McKenzie et tout, personne n'avait RHP sur leur liste. Donc, une belle sélection pour les Canadiens. Si je clôt avec les surprises de ce repêchage-là, Dustin Wolf, évidemment, le gardien qui a été repêché par les Flames de Calgary, qui domine la Ligue américaine présentement. Honnêtement, on a hâte de le voir arriver avec les Flames. On s'est questionné un petit peu par rapport au fait qu'on l'a renvoyé dans la Ligue américaine en début de saison. Moi, je comprends parfaitement la décision avec Jacob Markstrom et Dan Vladar en haut. Il n'y a absolument rien qui presse dans le cas de Wolf pour l'amener comme un numéro 1. Contrairement, exemple, à Devon Levi à Buffalo, que ce gars-là, le poste était ouvert. Fait qu'il n'y a pas de trouble à l'envoyer là. Quelle façon de développer le gardien de but va être la meilleure, on ne le sait pas. Peut-être que Wolf et Levi vont être deux vedettes dans la Ligue nationale qui vont avoir emprunté des chemins différents. Il n'y a pas de recette miracle. Wolf qui était classé 12e dans les gardiens de but nord-américains par la centrale à l'époque. Puis présentement, c'est très beau développement pour le gardien des Flames. Chez les déceptions, ben, Alex Turcotte, le 5e choix de ce repêchage-là, c'est un gars qui a sorti assez haut. Là, il a sorti avant Caulfield, avant Zegras et avant Matthew Boldy. Puis dans le USN TDP, le programme de développement américain, on s'entend que Turcotte a bénéficié beaucoup des noms qu'on a mentionnés plus tôt. Les Caulfield, Boldy, Zegras et Hughes qui faisaient partie de ce programme-là à l'époque. Turcotte semble en avoir bénéficié beaucoup. 5e choix, c'est quand même assez haut considérant que Boldy, Zegras et Caulfield connaissent présentement des très beaux débuts de carrière. Donc oui, c'est très décevant pour Turcotte en fait. Puis dans le pipeline des Kings, ça va être difficile de se tailler une place à ce moment-là. J'ai Guillaume Desparois qui me pose la question sur Patreon. Étais-tu high sur Podkolzin à l'époque? Ce qu'il faut mentionner, c'est que moi, en 2019, je ne faisais pas de liste. Je suivais les espoirs, mais je ne faisais pas de liste. Fait que j'ai pas de rang à offrir rien. De ce que je lisais un peu partout, c'était comme le next big thing en Russie. C'est un gars qui est sorti 10e quand même. Moi, j'aime pas le développement qu'on fait de Podkolzin présentement à Vancouver. On dirait que oui, il plafonne dans sa progression. Puis là, on amène des Kuzmenko, on amène d'autres joueurs au sein de l'organisation. On veut performer présentement, puis on oublie un peu le développement de Podkolzin là-dedans. C'est un gars qui aurait le potentiel de devenir un power forward, mais on l'attend encore. C'est un joueur qui était classé pas mal partout, sur toutes les listes publiques. Là. Vasily Podkolzin était dans le top 10, à l'exception de McKeens. McKeens l'avait 11e. Mais Podkolzin apparaissait au 4e rang sur FC Hockey. Elite Prospect était classé 5e. C'était le 2e joueur dans le classement européen au niveau de la centrale. Donc oui, c'est une déception pour l'espoir russe. Est-ce que le développement du côté des Canucks aurait pu être mieux? Je pense que oui. D'un autre côté, quand Podkolzin a obtenu ses chances dans l'alignement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis dans la Ligue américaine, c'est pas toujours rose non plus. Fait qu'il faut pas se décourager, mais c'est un petit peu décevant présentement du côté de Podkolzin. Dans les déceptions, ben Philippe Broberg,
C'est un défenseur qui, pour moi, ne devait pas sortir aussi haut que ça. Je pense que je crois que c'est le championnat mondial. C'est-tu le championnat mondial junior ou le U18? Il y a eu un tournoi international qui a été excellent. Puis on dirait que ça a monté sa cote incroyable. Il est sorti au 8e rang chez les Oilers d'Edmonton. Puis on s'entend que les Oilers d'Edmonton n'ont pas une défensive pour dire il n'y a pas de place à Broberg. Là. Il y en a de la place. Il y en avait de la place. Mais là, les Bouchards, ça pousse pas mal. Broberg commence de moins en moins à apparaître dans les plans à court terme. Je pense que c'est correct qu'on prenne le temps pour lui. Mais ça reste quand même. C'est un défenseur qui était classé 15e dans la liste de Bob McKenzie, 29e par Elite Prospect. C'était tout de même le 5e européen dans la liste de la centrale, mais il est sorti 8e. Est-ce qu'on peut dire que présentement, en regardant qui est sorti en arrière de Broberg, c'est-à-dire Zegras, Boldy, il y a eu Spencer Knight également et Cole Caulfield évidemment. Même Cam York qui est sorti, je pourrais même pas dire si Broberg s'enligne pour une meilleure carrière que Cam York. Fait que oui, c'est une sélection quand même assez décevante pour les Oilers. Pourquoi on parle du repêchage 2019 dans ce podcast-là? C'est parce que les Canadiens ont quand même fait bonne figure dans ce repêchage-là. Quand on regarde, tu sais, là, par transaction, on est allé chercher Kirby Dach. On est allé chercher Alex Newhook. On est allé chercher aussi Nathan Légaré par transaction. C'est quand même une bonne récolte en considérant aussi qu'on a Cole Caulfield dans cette cuvée-là. Mais quand on regarde plus loin, on a été chercher Jaden Strobel, Mathias Norlinder, que c'est des joueurs qui figurent quand même encore dans les plans d'organisation, qui sont avec le Rocket, qui se développent bien, sous toute réserve quand même. Mais tu sais, c'est quand même un bon draft. T'sais, considérant qu'on a Raphaël Harvey-Pinard aussi, qu'on est allé chercher très loin puis qui peut contribuer présentement au succès de l'équipe, je pense qu'on peut dire que le repêchage 2019, considérant les transactions surtout, mais aussi au niveau des sélections du Canadien, c'est quand même pas une mauvaise récolte en 2019, honnêtement. Puis si on close ça avec le redraft, ben écoute, Jack Hughes, numéro 1, toujours. Numéro 2, moi j'y allais avec Trevor Zegras, du côté des Rangers de New York. Trevor Zegras aurait sorti deuxième dans un redraft avec les Rangers. Ça aurait été très intéressant. Ça aurait été surtout meilleur que Kako, mais à l'époque, les recruteurs des Rangers en ont décidé ainsi. Ces recruteurs qui ont pris de très bonnes décisions d'ailleurs pour les Rangers dans les années de recrutement. Je vais m'arrêter ici. Moritz Seider, vous comprendrez qu'on parle de Nick Bobrov et de sa gang au niveau du recrutement des Rangers. Moritz Seider, 3e rang dans un redraft avec Chicago. Ça aurait été vraiment utile pour Chicago avoir un très bon corps arrière comme lui au sein des Blackhawks. Au 3e rang, les Hawks avaient choisi plutôt Kirby Dach, qui ont échangé. Je le cherchais, c'était tellement évident pourtant. Ils ont échangé Kirby Dach et ils l'ont échangé finalement pour, dans le fond, Romanov qui est allé aux Islanders. On est allé chercher un choix, des choix contre Kirby Dach. On peut pas dire que Chicago est très très gagnant dans cette transaction-là. À voir les performances de Kirby Dach avec les Canadiens présentement. Sur, sur Patreon, je trouve ça intéressant. Pierre-Luc qui nous mentionne Seider numéro 2 à la place. Honnêtement, je me suis creusé à la tête entre Seider et Zegras. Ça aurait pu être l'un et l'autre. Ça aurait été parfaitement justifié. Rendu là, c'est une question de qu'est-ce que je préfère entre du talent élite offensif puis de la solidité en défensive. Moi, je suis allé pour les Rangers, en fait, considérant un redraft où tu considères aussi les assets qu'il y a présentement dans l'équipe.
puis qu'il y avait à l'époque, tu sais. Je trouvais qu'un attaquant comme Zegras pour les Rangers, c'était mieux. Puis avec Chicago, je trouvais qu'un corps arrière comme Seider, ça fitait quand même bien. Si on poursuit, dans le redraft du repêchage 2019, ben, quatrième rang, j'ai mis Cole Caulfield avec Colorado. Puis honnêtement, Cole Caulfield avec Nathan McKinnon, ça aurait été quand même assez incroyable. Mais pour les partisans des Canadiens, je pense qu'on est assez content que Cole Caulfield ait glissé là. Euh, Honnêtement, moi, les descentes au repêchage à cause du gabarit, je ne comprendrai je comprends pas. De mon point de vue à moi, je comprends le point de vue des organisations, qu'on est un peu plus frileux par rapport à ça. Mais des gars comme Caulfield, puis possiblement des gars comme Zach Benson aussi, euh, le talent, il est là. T'sais. Le talent, il est là. C'est dur de cracher sur du talent. Puis Cole Caulfield, il y en avait à son année repêchage. Il y avait des lacunes, oui, mais le talent élite au niveau de sa capacité de marquer des buts était tellement présente que oui, dans un redraft, il sortirait quatrième, à mon avis. Cinquième rang, je mettais Dylan Cousins chez les Kings de Los Angeles. Évidemment, n'importe qui aurait été une meilleure sélection qu'Alex Turcotte pour les Kings. Cousins qui a montré une très belle progression chez les Sabres. Moi, il sortirait cinquième. J'ai Matthew Boldy en bas, tout juste en bas, avec les Red Wings de Détroit. Euh, les deux auraient pu s'interchanger, honnêtement. Là, j'aurais aucun problème avec ça. Kirby Dack au septième rang pour les Sabres dans un redraft que je ferais. C'est pas une tuile lancée sur la tête à Dak de le mettre septième avant Boldy et Cousins. C'est juste que Dak, l'échantillon présentement, son début de carrière était plus difficile. Boldy est arrivé dans la Ligue nationale, puis c'était vraiment plus facile pour lui que Dak. C'est pour ça que je l'ai mis septième. Huitième, Spencer Knight. Je pense qu'on n'a pas encore vu le potentiel complet de Knight, mais j'y crois encore. C'est pour ça que je le mets huitième avec les Oilers. De toute façon, dans un redraft, en considérant que c'était les Oilers qui sélectionnaient au huitième rang, j'avais pas trop de misère à mettre un gardien de but à cette position-là, honnêtement. Là. Neuvième, Bowen Byram avec les Ducks d'Anaheim. Et dixième, Alex Newhook avec les Canucks de Vancouver. Dans un redraft du top 10, c'est un peu comme ça que j'irais présentement là, à ce stade-ci. Newhook, qu'on a bien hâte de voir progresser, connu un très bon match avec les Canadiens de Montréal contre Toronto. Sur un trio avec Kirby Dack d'ailleurs et avec Juraj Slafkovsky, ça va être vraiment intéressant à suivre ce trio-là cette saison. Donc, ça fait le tour pour le repêchage 2019. Une petite intro, longue intro, mais pour mettre la table sur une discussion prospect avec Seb Gagné du TSLH Espoir. Si jamais vous voulez consulter l'analyse complète, il y a un texte sur le toutsurlehockey.com pour une analyse complète du repêchage 2019. J'y suis allé avec un redraft du top 15 en fait. Fait que j'ai plusieurs joueurs là, qui sont visibles en fait dans le texte. Puis pour donner un aperçu, au 15e rang, je donnais Shane Pinto au Canadien de Montréal. Pour moi, rendu là, c'était pas mal le joueur de centre là, qui figurait le plus dans les besoins puis au niveau du talent. 15e pour Shane Pinto. Dans un redraft 2019. Fait que j'ajoute immédiatement Seb. Puis par la suite, je reviendrai avec le début de saison. On va closer avec le début de saison du Rocket de Laval. Donc Seb, gagné du TSLH Espoir. Comment ça va mon Seb? Ça va bien, merci toi. Ouais, ça va bien. Hey, merci Seb d'avoir répondu à l'invitation tardive. J'ai géré plusieurs cancellations aujourd'hui. Fait que comme j'avais promis un podcast live pour les Patreons et aussi pour les gens, on va le sortir possiblement demain, le podcast. Ben, merci d'avoir répondu à l'appel. Ça me tentait de parler de prospect à soir. Parfait. Tout le temps partant pour parler de prospect, puis ça a donné bien ce soir, fait que tant mieux.
Solide. Seb, tu as fait l'exercice des observations en temps réel avec Simon Servant, vidéo qui est disponible sur notre Patreon justement pour les membres, pas un scout. Comment tu as trouvé ça l'exercice, Seb? Ça a bien été, un petit peu d'adaptation sur le comment on procède pour être, synchronisé puis tout ça, mais ça a bien été honnêtement, on n'a pas eu de décalage, on n'a pas eu de bug, tu sais des fois des petites latences de 2-3 secondes qui n'ont pas paru de chacun de notre côté. On a eu un petit bug à mi-chemin là où le live a buggé puis qu'on a rabooté un petit peu là, mais sinon ça a très bien été puis exercice excessivement plaisant et assurément à répéter puis à faire avec d'autres membres du TSLH aussi. Je pense qu'on va se croiser un petit peu pour faire des combinés sur plusieurs joueurs, là. Mais très, très plaisant. Ouais, il y a des bonnes chances que j'en fasse un avec Pascal pour Trevor Connolly. On attend simplement que les matchs de la USHL rentrent moins au compte-gouttes sur notre plateforme de scouting, mais ça risque d'être une cible pour nous, là, à Pascal et moi. Excellent. Euh, Seb, euh, comment se passe ton scouting dans les derniers jours? Puis tu sais, là, c'est très, très global comme question, mais j'irai plus dans le précis. Est-ce que tu as des joueurs que particulièrement t'ont tombé dans l'œil dans les récents visionnements que tu as faits pour le repêchage 2024? Ouais, j'ai plusieurs joueurs que j'aime bien cette année. En fait, Émile Hemming en est un. Donc, c'est un petit peu une des raisons pour laquelle c'est un joueur que j'ai proposé rapidement pour faire des observations en temps réel. Je l'avais bien aimé au Linka, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur lui depuis que j'ai commencé mes visionnements, depuis le début de la saison en Saria et en Liga. Puis, comme on a parlé dans l'observation en temps réel, c'est un joueur qui donne exactement le même style de jeu puis la même compétence en Liga et en Saria. Donc, ça devient très intéressant. Mais il y a plusieurs joueurs que j'aime bien depuis le début de l'année. C'est sûr que j'ai pas encore des 15-20 visionnements sur chaque gars. Puis, comme tu mentionnais tantôt, il y a des gars que j'aime bien, mais que les visionnements se tardent à monter. Fait que j'ai un peu des reads de l'an passé avec pas beaucoup de matchs cette année aussi. Donc, j'ai hâte d'augmenter un petit peu mon read de cette année sur certains joueurs. Mais c'est un bon repêchage, je pense. Un bon haut de repêchage. Puis encore une belle profondeur. Jusqu'à maintenant, je te dirais que moi, j'ai beaucoup de gars que je vois peut-être de 20 à 40 là, que ça peut se disputer. Mais ouais, c'est très plaisant jusqu'à maintenant. Je te dirais que moi, présentement, dans ma façon d'observer les matchs, j'ai moins, ben, j'ai pas moins de visionnements. Tu sais, normalement, au prélim, moi, j'ai pas, tu sais, je suis pas rendu à une dizaine de visionnements, là. Souvent, c'était à la fin de l'année là, que j'étais à ce nombre-là. Mais avec le format Game Report sur la plateforme, là, honnêtement, je trouve tellement que ma méthode est meilleure puis que je cible plus de choses que j'ai l'impression que mes visionnements sont de meilleure qualité cette année. Du moins pour où ce que je suis rendu, là. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, là, c'est un très bon repêchage dans le haut. Mais tu sais, je suis pas encore assez rendu loin pour dire euh, la globalité du repêchage ressemble à quoi. Euh, mais par rapport à ça, j'ai Guillaume, membre Patreon, qui nous demande comment trouvez-vous la QV de la Q en 2024? Est-ce que c'est un peu beige en début de saison? Euh, ben, tu sais, c'est comme tu le mentionnes justement, Guillaume, c'est très début de saison. Puis je dirais overall, dans toutes les ligues, y compris la Q, il y a des joueurs qui ont parti un petit peu moins sur les chapeaux de roue qu'on voudrait, là. Il y a des gars qui font bien sans nécessairement tu sais, être au-dessus des attentes ou remplir les attentes. C'est moi, un gars comme Maxime Massé, par exemple, je l'aime bien. Je le trouve un petit peu moins dominant que l'année passée jusqu'à maintenant, mais tu sais, j'ai pas vu non plus excessivement beaucoup de matchs. Puis, tu sais, il y a des gars qui sont un petit peu plus lents à partir des fois en début de saison, puis à prendre leur rythme de croisière. Je pense qu'il y a plusieurs gars de la Q qui pourraient être intéressants dans les rondes un petit peu plus tardives, mais effectivement, je ne crois pas que ce soit un repêchage où on risque de voir beaucoup de joueurs de la Q, mettons, en première, deuxième ronde, là, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, du moins. À part Maxime Massé, puis peut-être Justin Poirier, mais tu sais, même moi présentement, Justin Poirier, je le vois plus comme un. Je le vois pas en première ronde, là. Fait que tu sais,
on le voyait venir un peu là, que 2024, ça allait être encore plus faible que 2023. L'année passée, c'était pas une cuvée exceptionnelle non plus. On dirait que ça va plutôt en descendant la Q là, dans les dernières années. Là. On a hâte d'avoir des belles cuvées, mais de ce que j'ai compris euh, en provenance d'Amélia, là, qui a regardé beaucoup la cuvée repêchage de la LHJMQ de cette année, il y a quand même plusieurs jeunes qui viennent d'entrer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait que c'est encourageant peut-être pour 2025-2026 à peu près. Mais d'ici là, je pense que c'est pas. Du moins pour cette année, ça va être un peu décevant. Effectivement, juste pour les SAGs l'année prochaine, il y a quelques candidats qui sont vraiment, vraiment intéressants. Là, un Alex Rang, on a quelques gars là, qui vont être vraiment intéressants pour l'année prochaine à suivre. Donc, j'ai hâte de voir. Seb, j'ai pas préparé nécessairement quelques questions, mais dans mes récents visionnements, je me suis posé moi-même des questions. J'avais hâte d'en jaser avec Pascal, puis finalement, ben, je vais en jaser avec toi. Fait que sans toi privilégié de le faire à la place de Ouais. Pascal. Je me sens comme un plan B, mais bon, Non, non, non. c'est En pas vrai, fait, c'est pas la vrai. réalité, c'est que je trompe Pascal avec toi à soir. On ne dira pas. C'est bon. Euh, Depuis le début de la saison, je trouve qu'on entend. J'aime pas tant ça, là, dire ça, mais on entend peu parler d'eux. Là, mais euh, j'ai regardé Tanner Howe aujourd'hui. Puis c'est moi ou est-ce que. Comment je pourrais dire? La question, je vais la séparer en deux volets. Premièrement, est-ce que Tanner Howe est soudainement disparu du radar des observateurs pour une raison X, Y, Z? Puis par rapport à ça, est-ce que justement on attribue peut-être son talent à la présence de Connor Bedard l'année passée au sein des Pats de Regina? Ben, effectivement, on en entend beaucoup moins parler. Je te confirme que moi, il est loin d'être parti de mon radar. C'est un gars que j'apprécie toujours autant. Puis c'est un gars, encore là, tu sais, je l'ai vu beaucoup l'année passée, évidemment, en regardant Bédard. Cette année, je l'ai peut-être vu 3 fois à date, là, donc c'est pas un gars que j'ai vu excessivement beaucoup, mais les 3 ou 4 matchs que j'ai vus jusqu'à maintenant, il a été excellent. C'est lui qui drive l'offensive pour les Pats. Il a toujours le même chien, le même côté papier sablé. Fait que, tu sais, je pense qu'on est simplement moins porté à le regarder parce qu'on regardait Bédard, puis Bédard n'est plus là. C'était facile de regarder des highlights de Bédard puis de voir, de voir Tanner Hall dans les faits saillants. Mais pour moi, c'est un gars qui est toujours autant sur mon radar que l'année passée, puis c'en est un qui me déçoit pas du tout jusqu'à maintenant. Donc, tu sais, on voit les tendances vont beaucoup avec qu'est-ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Donc, Et les points. évidemment, on en Et voit les moins points. passer. Puis, ouais, puis pourtant, c'est un gars qui roule quand même. Là, il y a peut-être une dizaine de points en Ouais. 6-7 matchs. Là, fait que, il est quand même au-dessus du point par match, qui est dans les bons de cette année jusqu'à maintenant quand même. Là. Puis, tu sais, les points, je veux dire, il n'y a pas juste ça. C'est Tarek Pereskak qui mène la WHL jusqu'à maintenant. Un gars qu'on connaissait même pas pour la majorité des gens avant le début de la saison. Fait que, il joue aussi pour Prince George qui remplit le filet à profusion. Fait que c'est sûr que ça donne un coup de main aussi. Hein. Ouais, puis ça, je suis content parce qu'il y a il y a un membre Patreon qui nous a demandé un game report sur lui. Puis je me l'ai assigné à faire. Fait que je vais regarder cette petite tendance-là de Parachak ou Parachak ou je sais pas comment on le prononce présentement. Mais bref, j'ai bien hâte de le voir aller. Mais tu sais, pour Ao, moi, ce que je l'ai regardé aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que la question était fraîche en tête. Tu sais. Moi, Ao m'a tellement pas déçu là, présentement. Là. Tu sais, comme tu dis, il y a encore le même chien. Tu sais, j'aime comment il se présente devant le filet de façon intense. C'est pas de là à dire qu'il a l'intensité d'un Zach Benson, mais presque, là, honnêtement. Tu vois que lui, peu importe ce qu'il fait, il va avoir un impact sur la patinoire. Je trouve que son gabarit le freine pas non plus. Fait que tu sais, ça me surprend quand même de ne pas en entendre beaucoup parler en ce début de saison-là. Tu sais, moi, l'année passée, j'avais fait un genre de mini, je pense que c'était top 20 ou même top 15 là, pour le repêchage 2024. Puis Tanner Hall était quatrième. Puis tu sais, présentement, je pense même pas, j'ai pas les arguments pour le sortir de mon top 5. Là, fait que Mhm. c'est sûr que c'est pour mon préliminaire. Là, ça peut toujours changer, mais
Honnêtement, je suis vraiment ravi du jeu de Hall parce que justement, Bédard est parti puis il est capable d'avoir cet impact-là. Il est capable d'avoir cette drive-là offensive sans que Bédard soit là. Fait que, tu sais, moi, ça fait juste me rassurer justement dans tout ça, là, tu sais, que c'est pas parce que Bédard était là que Hall performait. Là, tu sais. Ouais, puis je pense qu'il a perdu un petit peu de lustre aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues par ces séries l'année passée. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a qui sont restés un petit peu sur cette tendance-là de la fin de la dernière saison, puis que ça n'a pas remonté encore. Mais assurément, c'est un gars on va réentendre parler au fil de la saison. Puis il a toujours été constant. Fait que je pense pas qu'il y ait des creux de vague beaucoup dans la saison qui risquent de le faire descendre. On a Guillaume qui demande à quel point les blessures à Kivi Ryu et Demidov vont affecter leur stock value. Si je peux me permettre d'entrée de jeu, euh, pour Kivi Ryu, son jeu de début de saison affectait déjà son stock value. Fait que sa blessure risque encore plus de laisser un goût amer en bouche des observateurs. Fait que oui, je pense que Kivi Ryu va vraiment baisser dans les listes publiques et listes McKenzie ou peu importe. Demidov, je suis pas mal moins sûr de ça, par exemple. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis moi, je vais peut-être spoiler un petit peu quelque chose de ma prélim d'avance, mais moi, sans prendre en compte la blessure de Kivi Ariou, j'étais déjà vraiment pas high sur ce gars-là depuis le début de la saison. Pour moi, c'est un gars qu'on a parlé beaucoup dans les dernières années parce qu'il était en avance sur son développement puis qu'il dominait dans le junior. Je suis pas surpris si ce gars-là, ben, là, il jouera pas, mais j'aurais vraiment pas été surpris si ce gars-là avait été dominant au U20. Mais je crois pas qu'il y a un gros step à prendre encore de plus. Puis c'est pas pour rabaisser parce qu'il joue très bien quand même en Liga. C'est juste que pour moi, si ce gars-là ne drive pas une offensive, il n'a pas la même valeur du tout, du tout. Puis je ne le vois pas driver l'offensive du tout en Liga jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est un petit défenseur. Il n'est pas mauvais défensivement, mais il frappe quand même sa limite assez vite au niveau du gabarit, même s'il essaye. C'est pas qu'il essaye pas, mais il y a une limite. Puis déjà en Liga qui n'est pas très, très physique, des fois, c'est compliqué. Puis tu sais, c'est un bon défenseur de relance qui patine bien puis qui est capable de driver l'offensive vers en avant. Mais tu sais, un Victor Mété le faisait. Là, tu sais. Puis je suis pas en train de le comparer à Victor Mété, là. Mais tu sais, moi, c'est un gars, en ce moment, il est dans ma première ronde quand même, mais c'est un gars qui est passé 25, moi. Là. Fait que c'est pas un gars que sa blessure va changer grand-chose, ou à la limite, s'il descend, ben, il était déjà bas. Dans le cas d'Eminov, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, le talent est tellement immense que. Puis juste le peu de matchs qu'il a joué en début de saison, pour moi, il a déjà prouvé la qualité de son jeu. S'il avait commencé la saison un petit peu plus difficilement ou un petit peu moins. Montrer un petit peu moins l'étendue de son talent, peut-être qu'on aurait des doutes, mais pour moi, il en a montré assez déjà depuis le début de la saison pour montrer qu'il mérite d'être là. Si on se transporte vers la Suède, une des formations vraiment plaisantes à regarder cette année, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Seb, mais c'est Örebro. Rebro. Örebro. On a Melvin Fernstrom, Liam Danielson, Alexander Zetterberg, Eric Berger également. Puis on a un petit, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, Svante Chaudin, je l'aime bien quand même, joueur de centre. Je Euh, l'ai pas vu, puis j'ai pas vu de Danielson non plus. J'ai regardé beaucoup de shift by shift jusqu'à date de Rebro. Fait qu'il y a des gars que j'ai vus en croisé en regardant des shift by shift, mais il y a des gars à qui il va falloir que je m'attelle un peu, puis que je me donne l'autre du ice time aussi pour toutes les voir en même temps. Ouais, honnêtement, moi, Orebro, j'ai que regardé du Ice Time. Là. Tu sais, parce que Burger jouait pas toujours en même temps que Fernstrom et tout ça. Fait au final, il y avait tellement de joueurs à checker que j'ai regardé. Tu sais, je prenais des comptes des équipes qui avaient aussi des espoirs. Fait que je n'avais peut-être 7 à regarder en même temps. Là. Mais non, Chaudin, Chaudin. Tu regarderas ça, honnêtement. Je pense que c'est un overager, par exemple. Là. C'est pas. À moins que je me trompe rapidement comme ça, j'ai pas mes notes devant moi. Mais j'aime son explosion, j'aime ce qu'il apporte avec un gars comme Fernstrom, son trio. Puis si tu me dis que t'as pas tant vu Liam Danielson, pour de vrai, moi je trouve que tu manques pas grand-chose.
Je sais, Pascal, il a écrit un rapport hebdomadaire disant qu'il produisait. Je pense qu'il produit en SHL ou je sais pas trop, mais en tout cas, moi, les matchs que j'ai vus, non seulement il produisait pas, mais pour vrai, il n'y avait aucun impact sur la patinoire. Là. Fait qu'il Ouais, m'a puis tu sais, déçu un la petit peu. production, on l'a vu souvent aussi, surtout dans ces ligues-là. Tu sais, je veux dire, un Darwin Nelson dominait à ce temps-ci l'année passée, puis Ouais. pourtant, c'était pas un gars de première ronde pour autant, ou tu sais, du moins pas un gars qui est resté là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Rebro. Moi, Eric Berger, c'est un gars que j'aime bien jusqu'à maintenant aussi. Puis HV61 ont beaucoup de joueurs intéressants à regarder aussi, là, dont un que j'aime particulièrement dans l'équipe de mon côté, que je suis beaucoup. Donc, Le HV, c'est-tu la formation de Victor Olofsson? oui, Je me trompe. Ouais, c'est ça. Hein. Je ouais. l'ai pas, Olofsson, honnêtement. Un petit joueur dynamique, là. Tu sais, c'est pas un gars de première ronde, à mon avis, là, mais. Oh, on a une bonne question dans. On est intéressant, mais si t'as, je sais pas si tu as regardé un peu HV61 ou tu as regardé juste Danielson en shift by shift, mais Herman Traff est un des gars que j'apprécie vraiment beaucoup jusqu'à maintenant. Ben, tu vois, en Ice Time, moi, c'est pas un gars qui m'a popé dans la face. Fait que, tu sais, OK. j'ai son nom, tu sais, j'ai une to-do list dans mes notes, tu sais, de joueurs que je veux voir. Puis Traff, je l'ai mis justement parce qu'il va falloir que j'aille voir des shift by shift de lui spécifiques parce que jusqu'ici, j'ai regardé 4 ou 5 matchs là, de Rebro, là, puis je peux pas te dire que j'ai pris suffisamment de notes pour sortir de quoi, là. Fait que va vraiment falloir que je retourne le voir. Euh, je disais au travers de tes paroles qu'on avait une bonne question dans le chat de Patreon. Je pense que la question va te plaire, mon Seb. Qui est le Andrew Crystal de cette année? Qui est le joueur qui produit incroyablement de points, mais que quand on regarde jouer, on fait comme hey, ça marche pas là. Il est vu trop haut par le monde et tout ça. Selon toi. Ben, j'aurais envie de te dire Paraskak, mais mon read est quand même très limité jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Puis j'ai vu des belles choses du gars. Fait que, puis tu sais, il est bon en désavantage numérique, il est plus complet tant qu'à moi qu'un Crystal. Mais j'ai de la misère jusqu'à maintenant quand je le vois à justifier le nombre de points qu'il fait. Mais tu sais, je veux dire, c'est un gars qui va devant le filet, qui va dans les zones payantes, qui prend des retours, tu sais, il tire dans les zones où il se donne du succès, des chances d'avoir du succès. Mais tu sais, j'ai de la misère en le regardant vite fait à me dire comment ce gars-là peut être le premier pointeur de la Ligue jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr que c'est un gars qui va produire comme ça dans la LNH. Il se donne des arguments pour produire de la manière qu'il joue, mais je pense pas que le nombre de points qu'il récolte jusqu'à maintenant est équivalent à la qualité de son talent, si on veut. Moi, j'ai pas assez de visionnement. Puis, tu sais, en toute franchise, j'ai pas encore, tu sais, j'ai même pas consulté la liste des pointeurs pour les espoirs du repêchage présentement. Tu sais, j'en suis même pas. Tu sais, souvent, à mon prélim, je vais regarder des matchs, je vais faire ma banque de joueurs, je vais faire un top 32 pour me situer pour commencer. Puis après ça, c'est vraiment au mid, moi, que je vais vraiment statuer plus sur mes joueurs, plus en fonction de la production, sur ce que j'ai vu et tout. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai pas encore ciblé d'Andrew Crystal, mais j'imagine que la belle plateforme X, Twitter, va nous fournir le joueur Andrew Crystal dans les prochaines semaines, j'imagine. Mais non, ben, blague à part, tu sais, moi, personnellement, j'en ai pas, là. J'ai pas de joueur, là. Ben, moi j'en ai un qui m'avait donné un peu cette vibe-là l'année passée, mais que j'ai pas vu encore cette année. Mais justement, j'ai eu une vibe un peu Andrew Crystal quand je le regardais l'année passée. Pour moi, c'est Félix Lacerte OK? de Shawinigan. Un gars un peu dans le même gabarit qui peut être très offensif, mais qui peut aussi être paresseux dans sa zone défensivement, beaucoup de flafla. Mais tu sais, comme je dis, j'ai pas vu cette année. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans? Fait que je lance ça uniquement sur des observations de l'année passée, comme ça. Fait que ça a peut-être changé. Dans le chat Patreon, il y a Nathaniel qui demande des gardiens intéressants pour cette année. Moi, de mon côté, c'est sûr que Emile Vény, c'est un gars qui risque de se frayer un chemin dans ma première ronde au prélim. Je veux pas m'avancer pour la fin de l'année. Mais tu sais, moi, c'est un gardien que j'apprécie depuis l'année passée.
Je ne l'ai pas encore observé. J'en suis pas rendu là encore. Puis habituellement, je vais regarder les gardiens entre mon prélim et mon mid. Fait que je me suis fait une liste de gardiens à regarder par la bande quand j'en vois sur le site. Je me prends des notes et tout. Euh, Rapidement comme ça, je dirais qu'il y a Noah Erliden en Suède. Je pense que c'est le gardien d'Achevé 71, justement. Euh, je l'ai trouvé vraiment bon. Il me donnait des vibes un peu de Jacob Fowler au niveau de sa gestion des rebonds puis sa couverture du filet. Il couvre vraiment large, mais c'est un gardien de 5 pieds 11. Fait que là, Moins qu'il y ait une poussée de croissance tardive, c'est. ouais, c'est ça, là, Ouais. Mais on a j'étais un un peu déçu. On a un Devon Levi quand même qui est pas énorme et qui fait très bien à date, mais ces gardiens-là sont rares. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Levi, c'est une technique plus réflexe, mettons, tu sais, qui penche plus, c'est ça, vers le réflexe. Erliden, il est plus compact, là, tu sais, il est vraiment très, très, très technique, mais tu sais, est-ce que dans un style plus rapide, il va être capable de se déplacer aisément pour être, tu sais, pour anticiper et tout? Tu sais, je sais pas, je l'ai pas encore assez regardé, mais c'est un gardien qui m'a quand même intéressé. Puis j'en ai un autre que j'ai ciblé dans ma liste de gardiens observés cette année. C'est un gardien de 6 pieds 6, il évolue en Suède aussi, Joel Stjerngrana. Un beau nom à coucher dehors. Mais moi, gardien de 6 pieds 6, là, puis j'ai regardé un match de lui, il m'a l'air de vraiment bien bouger. Fait que déjà en partant, là, dans les critères, là, quand je monte ma liste pour faire mon top des gardiens, là, c'est plate, mais c'est comme ça. Le gabarit, c'est souvent la première affaire que je vais regarder. Puis après ça, avec ton gabarit, es-tu capable de te déplacer? Puis en vient à tous les aspects techniques par après. Mais quand je cible des gardiens en début de saison, c'est un peu comme ça que je procède. J'ai pas fait le tour de la Russie encore, mais j'imagine qu'en Russie, il y a quelques prospects encore au niveau des gardiens qui vont être intéressants à suivre. Euh... Nathaniel qui dit: Je voulais vous faire pratiquer votre diction. C'est c'est bon, c'est réalisé. Euh, Pascal, si tu avais un joueur, je sais pas si tu es à l'aise de le faire, si tu avais un joueur que tu penses que présentement tu as plus haut que toute la moyenne des observateurs présentement, Tellement ce serait facile qui? ta question. Ben, écoute, moi je te connais, je sais des fois que tu as des gars que tu apprécies vraiment plus. Fait que, tu Je sais, suis pas mal sûr que j'ai aimé Lemming pas mal plus haut que tout le monde. ok, Pas mal sûr sur celle-là. Puis je pourrais te nommer jusqu'à date un autre nom aussi, un défenseur tchèque, Thomas Galvas, qui ok. risque de se retrouver quand même très haut. Là, ben, très haut, c'est relatif, ça va être à voir, mais un gars qui me donne une vibe un peu à la Lane Hudson, meilleur défensivement, peut-être pas aussi explosif offensivement, je te dirais, mais un défenseur excessivement mobile qui voit très bien le jeu, que je trouve excessivement intelligent. Il est capable de voir l'action 2-3 secondes d'avance, très très bien anticipé. Puis c'est sûr que c'est un défenseur de 5 pieds 10, fait que c'est pas un gars qui va plaquer beaucoup puis tout ça, mais très très bon bâton, bon positionnement. Puis jusqu'à date, il fait mieux qu'Adam Juricek dans la même ligue, dans la ligue élite en Tchéquie, là, dans l'Extra-Liga. Fait que c'est un gars que je surveille de proche quand même. C'est un gars que j'avais trouvé très très bon au Linka aussi. Fait que jusqu'à maintenant, mais c'est ça. J'en reviens à dire quand même qu'on n'a pas des nombres de visionnement excessivement élevés pour le prélim, mais c'est des gars que je surveille de très proche jusqu'à maintenant. Hemming, j'ai vu 10 fois. Fait que je suis pas mal plus sûr de ma shot. Puis je l'ai vu en Saria et en Liga. Euh, Galvas, je l'ai vu beaucoup aussi. Je l'ai vu peut-être 7-8 fois, mais c'est sûr qu'en jouant dans une ligue pro, comme défenseur, ben, je l'ai vu beaucoup, mais il joue des 8, 9, 10 minutes. Fait que, au final, j'ai moins de footage sur lui. Moi je te dirais que, tu sais, Hemming, mettons, on a entendu parler un petit peu et tout. Galva, je trouve ça intéressant. C'est pas un nom que j'avais déjà entendu. Euh, Moi, de mon bord, je dirais que c'est Michael Branson Nigard qui, à mon prélim, j'ai l'impression qu'il va être
vraiment haut comparativement peut-être à d'autres. Je sais pas, je connais pas les. Tu sais, je connais pas les listes de personnes. Là. On s'en parle pas. On s'en parle même pas, en fait, là, avant les podcasts. Là. Fait que. Mais moi, c'est vraiment un joueur qui m'a tombé complètement dans l'œil. Tu sais, tout, mettons, ses assets qu'il présente, c'est des choses que je recherche chez un joueur. C'est un gars qui est capable d'être physique, c'est un gars qui est rapide, il a un bon gabarit, bon tir. C'est un total package, mais tu sais, je veux pas m'avancer trop parce que je veux quand même suivre sa progression pendant la saison, mais tu sais, rapidement, il m'a vraiment plu. Puis tu sais, je regarde, mettons, des joueurs que je pensais avoir haut, tu sais, dans ma liste préliminaire, mettons. Un gars comme Consta Elenius, moi, il m'a déçu en début de saison. Kivi Ariou m'a beaucoup déçu. Adam Yerichek m'a quand même plu. Fait que, tu sais, je pense qu'il va quand même se présenter haut. Mais, tu sais, si on continue après ça, tu sais, Yakemchuk, je pense pas que c'est assez pour que ce soit meilleur que Branson Nigard. Fernstrom non plus, même si je l'aime. Puis Alexander Zetterberg, tu sais, je pensais qu'il allait être comme mid-first, puis finalement, je me demande s'il va être dans ma first tellement que je suis déçu de son jeu. Fait que bref, il y a beaucoup de joueurs Surtout à à date 5 qui pieds m'ont. 8, là. Ouais, à 5 pieds À 8, 5 pieds tu sais. 8, faut que tu aies quelque chose vraiment qui te démarque des autres, là. Ouais, exact. Puis il n'y a pas. Ben, c'est ça, tu le dis. Il n'y a pas de qualité particulièrement élite dans son jeu qui fait qu'à 5 pieds 8, je suis prêt à prendre une chance pour lui. Fait que, tu sais, Exact. C'est tant que ça, présent. un Justin Poirier a un tir élite au minimum qui lui donne un avantage. Exact. Fait que, tu sais, j'en suis là. Puis, tu sais, mettons, si on parle d'Anton Silayev, tu sais, moi, je l'ai regardé, puis je comprends pas le hype. Tu sais, je trouve que c'est un bon défenseur. Je trouve que c'est un très beau projet. Mais, tu sais, moi, je Ben, pense c'est le que. profil, je pense. Je Ouais, pense c'est que le c'est le profil. profil que le monde aime. Puis on regardait les points. Mais tu sais, Silayev, c'est pas un gars qui drive une offensive. C'est un gars qui ramassait des points parce qu'il dirige beaucoup de rondelles au filet. Puis il a un bon tir. Fait que des fois, elle passe. Puis sinon, ben, il y a des retours de lancer. Puis il ramasse des passes. Mais tu sais, en regardant les matchs, je suis pas le gars qui va déculetter un ailier. Puis qui va avancer. Puis aller créer des points sur quelque chose comme ça, là. Non, puis tu sais, tu vois son match de. Je pense que c'était un but, une passe, un but, deux passes. En tout cas, tu sais, il y a eu un match qui a genre produit, puis là, c'était la folie pour lui. Là. Mais honnêtement, c'était le pire match de sa part que j'ai vu. Dans tout, tu sais, j'ai regardé 5 ou 6 matchs, je pense, de lui. Puis dans mon échantillon de match pour faire mon game report sur Anton Silayev, le match où il a le plus produit, c'était son pire match. Pour vrai, il a fait des revirements, il y a eu des décisions là, vraiment douteuses sans la rondelle. Euh, c'était pire que David Yerichek dans le temps. Puis, David Yerichek, s'il y a bien un espoir que j'étais critique sur sa prise de décision, c'était lui. Puis je pensais pas que quelqu'un allait relever la barre encore. Puis Sinaïev l'a fait. Fait que j'ai été un peu déçu, mais comme tu dis, je comprends un peu le projet, je comprends le profil. Puis c'est le début de saison. T'sais. C'est un jeune dans le KHL. Faut y laisser le temps aussi. Ouais. À l'inverse, Artamanov est excessivement plaisant à voir Ah jouer oui. Ah, il y a pour une la même chienne. équipe, par exemple. Ah ouais, un gars qui est excessif, puis tu sais, qui est constant à chaque match, puis un gars qui s'améliore à chaque match, qui est meilleur que le match d'avant, il se fait plus confiance. Les prises pas les prises de décision, mais l'exécution était difficile dans son cas au début de saison. Puis il a trouvé le rythme pour la vitesse du jeu, puis à quelle vitesse exécuter, puis il est de meilleur en meilleur à chaque match. Donc, de ce côté-là, c'est très, très plaisant. Moi, je suis 100% d'accord avec toi sur Branson Nigard. C'est un gars que je vois très haut, moi aussi, que j'adore, mais c'est un gars que j'ai l'impression qu'il risque de se retrouver peut-être haut dans quand même plus de listes que certains autres. Là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'apprécie. Un petit peu dans le moule d'un Marco Casper il y a 2 ans. Ouais, Que- exact. mais effectivement, un gars très intéressant. Euh, Guillaume nous demande dans le chat Patreon Sam Dickinson ou Artyom Levchunov comme premier def. Ça, c'est la question. Je pense que ça va être la question du repêchage. Là. Mais tu sais, moi, je vais m'abstenir parce que Lev Shunov, je ne l'ai pas encore regardé. Mais Dickinson, je l'aime en maudit, honnêtement. Là. Tu sais, présentement, c'est le meilleur défenseur dans ma liste. Reste à voir quand je vais regarder Lev Shunov.
Moi, je vais te dire que je pense que ça va être une course head-to-head tout le long de la saison. Moi, sont un rang après l'autre en ce moment. Excessivement proche. J'ai vu Levchinov beaucoup l'année passée. Je l'ai vu juste un match cette année. Fait que, parce qu'on a des délais un petit peu. Là. Ben, en fait, la NCAA vient de commencer à jouer. Puis on a des délais un petit peu sur la plateforme pour les matchs de la NCAA puis de la USHL à sortir. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les deux ont des qualités de plus que l'autre. Je pense que jusqu'à maintenant, Levchunov va peut-être une petite coche de plus niveau offensif sur la vision du jeu et tout ça. Mais Dickinson, de plus en plus, nous montre des choses offensives. Fait que moi, Dickinson, c'est un gars que j'avais été. Je ne veux pas utiliser le terme déçu au Linka, mais qui n'avait pas nécessairement répondu à mes attentes. Je voulais qu'il soit le général de la défensive vraiment du Canada. Puis, j'ai pas trouvé qu'il y a eu une constance tout le long du tournoi. Puis, il y a quelque chose qu'il a fait tout le long du tournoi que je sais pas pourquoi il faisait ça, mais je trouvais ça tannant. À toutes les fois qu'il récupérait la rondelle d'un côté, puis qu'il s'en allait passer par en arrière de son but pour sortir la rondelle de l'autre côté avec un attaquant adverse qui le poursuivait, quand il y a une pression qui s'en venait de l'autre côté, il revirait de bord, puis il s'en allait se mettre lui-même en entonnoir sur le bord de la bande avec les deux attaquants qui faisaient la pression, qui s'en venaient sur lui à deux contre un pour la bataille de la rondelle, puis ça faisait enlever. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu l'année passée, puis que j'ai pas revu depuis. Fait que je sais pas pourquoi il a fait ça pendant ce tournoi-là, mais ça m'avait gossé beaucoup. Mais depuis le début de la saison, il est incroyable. Fait que qui va progresser le plus, Puis Levchunov, il est drôle à voir parce que c'est un gars qui patine très bien, qui est agile, mais que quand tu le vois aller, tu as l'impression qu'il est overweight un peu, mais pourtant, il l'est pas, puis il patine super bien, puis il est agile pareil, mais c'est quand même drôle à voir aller. Euh, ça va être très serré pour moi pendant la saison, je pense. Il ne faudra pas qu'un des deux ait un passage à vide ou une passe moins bonne parce que ça va départager assez rapidement sinon. Dernière question, mon Seb. Après ça, je te retiens pas plus longtemps. Je sais qu'on pourrait jaser toute la soirée. On a un petit segment sur le Rocket que je vais flyer en fin d'épisode. Gab Guénette qui nous demande sur Patreon, avez-vous eu la chance d'observer les gars du programme de développement américain? Si oui, vous pensez quoi de la QV versus les autres années? Des gars qui pourraient surprendre. Moi, pour ma part, j'ai pas regardé le programme encore. Euh, pour info, dans le fond, nous, cette année, on n'est plus avec Instat. On a changé pour des raisons budgétaires. On est rendu avec Sports Contract, qui est une plateforme utilisée par Scott Wheeler, notamment. C'est vraiment une très belle plateforme pour de vrai. Mais j'ai l'impression que les matchs USHL et NCAA tardent à rentrer sur la plateforme. Puis selon ce qu'on m'a mentionné, Instat vivent les mêmes problèmes aussi. Fait que est-ce que c'est les équipes qui fournissent moins les vidéos ou qui ont peut-être moins de staff puis qui les fournissent un peu plus tard, peut-être. Mais bref, moi, de toute façon, je suis pas rendu là. Je suis encore en Europe puis dans CHL pour mes observations du jour. Mais je pense que toi, Seb, tu as regardé un peu de programme Ouais, présentement. je les ai vus 3 fois jusqu'à maintenant, fait que c'est sûr que c'est quand même mince. Je dirais que ben, pour moi, ça ne se compare pas avec l'année passée du tout. Il y a quand même plusieurs gars que j'aime bien, mais je ne suis pas sûr que je vais. En tout cas, à première vue, je ne suis pas sûr que je vais en avoir beaucoup qui vont se glisser dans ma première ronde, à part évidemment Iserman. Là. On a Higgins pour l'année prochaine qui est écœurant, là, qui est excessivement bon, qui pourrait même peut-être être premier choix overall l'année prochaine. Mais c'est ça, il y a Eberson que j'aime bien jusqu'à date. On a Christian Humphrey qui est bon. On a Teddy Stiga qui a un bon début de saison. Mais la majorité de ces gars-là, c'est des gars que je vois peut-être plus jusqu'à maintenant dans ma deuxième ronde. C'est pas impossible qu'il y en ait un ou deux qui se glissent fin de première ronde, mais jusqu'à maintenant, pour moi, ils m'en ont pas montré assez pour dépasser certains autres gars que je vois devant eux. Puis il y a un gars qui m'a déçu vraiment beaucoup dans les 3 matchs jusqu'à maintenant, c'est Cole Hudson, qui est une de mes plus grosses déceptions depuis le début de l'année. Mais comme je dis, c'est 3 matchs. Fait que c'est juste qu'un Cole Hudson, tu t'attends à ce qu'il soit une dynamite offensive parce que sinon, il t'amène pas grand-chose défensivement. C'est ça qui est ça. Puis ses prises de décision, son exécution, pour moi, sont épouvantables depuis le début de l'année. Il y a 3 passes en genre 10 matchs. Fait que tu sais, c'est un gars que je veux pas éliminer l'évaluation que j'ai faite
au U18 où il a été très bon, puis l'année passée où il a été très bon. Mais jusqu'à maintenant, c'est un gars qui très, très, très grosse déception pour moi. Je sais pas si je vais le garder dans ma première ronde prélim en fonction de ce qu'il a fait avant, parce que je l'ai répété souvent dans les dernières années, mais le talent se perd pas. Mais à un moment donné, j'espère qu'il va montrer plus que ça, parce que le gars il est excessivement talentueux, mais jusqu'à maintenant, c'est pas. Il y a Emery aussi qui paraît quand même plutôt bien jusqu'à maintenant. Mais c'est pas le programme de l'année passée, disons. All right. Seb, un gros merci d'être venu sur le podcast pour parler espoir. Assurément qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. On avait Pierre-Luc dans nos commentaires sur Patreon qui demandait quand est-ce qu'on sort nos listes préliminaires. Habituellement, c'est mi-novembre dans ce coin-là. Fait que, on va voir avec les disponibilités de tout le monde parce que cette année, nos podcasts de liste, on va les faire à 4. Fait que Seb, Pascal, moi et Simon Servant, on va les faire. Ça va être en direct sur Patreon. Les gens vont pouvoir poser des questions. Je ne suis pas convaincu qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions parce que c'est des podcasts qui durent 4h30 d'habitude. Fait que si on répond à toutes les questions, ça va durer pendant 2 jours. Puis on a vu Pascal l'année passée à quel point il était affecté par la fatigue après 2 heures. Fait que on verra un peu comment on va organiser le tout. Mais assurément que ça va être en direct sur Patreon pour nos membres, nos fidèles membres qui sont avec nous dans le TSLH podcast. Seb, un gros merci. On va avoir l'occasion de se rejaser. Puis, écoute, moi, je vais enchaîner avec un petit segment sur le Rocket de Laval pour le début de saison. Yes, sir. Merci tout le monde, puis on remet ça prochainement. All right, merci Seb. Yes, prochaine. Rocket de Laval, le début de saison s'en vient, 13 octobre, à la Place Belle contre Abbotsford. Pour le Rocket cette année, c'est une saison un petit peu charnière, si on veut, pour le développement de l'organisation des Canadiens de Montréal. On a plusieurs espoirs qui s'amènent. L'équipe est jeune, mais on a des vétérans aussi qui sont revenus, quand je pense à Gabriel Bourque, à Mitchell Stevens, à Lucas Condotta. Ça va être un noyau de vétérans important pour guider nos jeunes vers le potentiel qu'on leur voit. On a aussi des jeunes vétérans comme William Trudeau, exemple, comme Mathias Norlinder qui va être à sa 2e saison. Puis d'ailleurs, dans le cas de Norlinder, j'ai trouvé ça intéressant, l'article de Nicolas Cloutier cette semaine qui mentionnait que Norlinder arrive cette année avec une mentalité pour avoir du plaisir, moins de pression. Je me souviens, Jess, dans un podcast, dans le TSLH podcast justement, nous mentionnait que Norlinder avait l'air d'un joueur un petit peu complexé. C'est un peu ce qu'il avouait dans l'article de Nicolas Cloutier, comme quoi qu'il venait ici en Amérique du Nord, il avait peur, pas peur, mais il craignait un petit peu de prendre sa place et tout. Puis je pense que cette année, on peut s'attendre peut-être à une bonne saison de sa part. Du moins, c'est ce que croit l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Jessica est allée couvrir le camp du Rocket sur place. Puis, c'est ce qu'on va faire aussi au premier match de l'année. Un joueur qui va être intéressant à suivre aussi chez le Rocket, c'est Sean Farrell. Farrell qui a terminé la saison avec les Canadiens de Montréal l'année passée. Moi, j'ai pas haï son jeu. Je pense qu'il est capable de faire mieux. Puis j'ai trouvé ça intéressant, les propos de Sean Farrell à l'ouverture du camp du Rocket de Laval. L'attaquant s'est fait poser la question après sa rétrogradation du camp du CH, au début du camp du Rocket. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait un gap entre la Ligue nationale et la Ligue américaine et qu'est-ce qu'il pense qu'il va devoir corriger pour revenir dans la Ligue nationale? Et je vous laisse l'extrait de sa réponse devant les médias au camp du Rocket. I think, for me, my hockey sense and IQ has always been my strength, and I think for me it's finding ways to use that to my advantage a little bit better. I think
just trying to speed up my play with the puck, and I think here working on making better touches and making plays when I have the puck is something that I have to do, and in order to play up there, just continue making plays and making them a little bit quicker. I think. En résumé, Sean Farrell mentionne que oui, c'est un joueur qui focus beaucoup son style de jeu sur son intelligence, sur son IQ hockey. Mais pour retourner dans la Ligue nationale, ce qu'il va devoir travailler, c'est vraiment la rapidité d'exécution. Puis effectivement, c'est un peu quelque chose qu'on a observé l'année passée chez le Canadien. La prise de décision, l'exécution qui était peut-être un petit peu moins rapide de ce qui nous a habitués dans la NCAA. Je pense que Farrell a tout le potentiel, honnêtement, pour revenir dans la Ligue nationale. Mais je suis quand même content qu'on se soit dit avec le CH, on va prendre notre temps. On va aller laisser ce gars-là jouer dans la Ligue américaine. Jeff Hull l'a mentionné à plusieurs reprises dans ses points de presse pendant le camp. C'est important que ces jeunes-là aient de l'expérience dans la Ligue américaine, qu'ils aient de l'expérience chez les professionnels. Il y a des choses qui se travaillent bien en Ligue américaine. Dans le cas de Sean Farrell, la rapidité d'exécution, c'est un peu ce qu'on entendait du côté de Philippe Méchard l'année passée. Philippe Méchard qui est arrivé dans la Ligue américaine, oui, il a joué chez les professionnels du côté de la Slovaquie, mais son premier commentaire après son match, ça a été de dire que la Ligue américaine était plus rapide et plus physique. C'est sûr que quand on ramène ça à Sean Farrell, comparativement à la NCAA, la Ligue américaine est clairement plus rapide et plus physique. Fait que c'est une chose. Il va être au bon endroit, Sean Farrell. Je pense pas qu'on doit abandonner sur son cas. T'sais, je sais que longtemps, il a été dans les espoirs les plus en vue de l'organisation. Puis soudainement, il y a des nouveaux espoirs qui sont arrivés. Puis on aime mieux le nouveau jouet que l'ancien jouet. Mais dans le cas de Farrell, je pense qu'on peut s'attendre à une bonne saison avec le Rocket de Laval. Autre chose qui va être à surveiller chez le Rocket, c'est les gardiens de but. En fait, la situation des gardiens de but fait beaucoup jaser avec le Canadien de Montréal. Du côté de Laval, je pense qu'on aurait vraiment préféré avoir Primo et Daubush dans l'organisation du Rocket. C'est Jacob Daubush qui va hériter du filet en attendant. Straussman va venir un peu jouer les auxiliaires, si on veut. Mais dans le cas de Daubush et de Primo, on souhaite vraiment que Primo revienne dans la Ligue américaine parce que pour le développement de ces deux joueurs-là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux d'avoir une espèce de compétition interne. Et c'est exactement ce que JF Hull tenait comme propos lors du camp d'entraînement. Je vous laisse sur ses propos sur le sujet Primo Daubush. Question par rapport à tes gardiens de but. Oui. C'est sûr que là, il est encore un peu tôt, Primo, encore en haut. S'il advenait qu'il redescende, je me rappelle pas, moi, avoir vu 2 gardiens de but en développement dans le club école. En tout cas, ça fait longtemps. Oui. Comment tu penses que les deux peuvent s'apporter dans leur style respectif? Tu as Primo qui est très calme. Tu as Daubush qui est très combatif, même très agressif. Mais je pense que Primo, il est un peu plus vieux, il a de l'expérience. Il peut tout le temps aider un plus jeune, ça c'est sûr. C'est une bonne personne. Ça va être une compétition. Puis, mais je pense que c'est bon d'avoir de la compétition interne. Que ce soit avec les gardiens de but, avec les joueurs de rang, les défenseurs. Puis je pense que cette année, on va avoir une belle compétition interne. Puis ça te pousse à devenir meilleur, puis ça pousse à l'équipe à être meilleur. Pour ce qui est des gardiens de but, ça va rester à voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais si c'est ça qui arrive, on va dealer avec ça, puis on sera pas malheureux d'avoir 2 bons gardiens de but. C'est un beau problème. Oui, un très beau problème. On a parlé de Rush tout à l'heure. Donc, je pense que c'est assez clair du côté du Rocket. On veut y aller de compétition interne. Puis JF Hull frôle un peu le sujet. Mais tu sais, les compétitions à l'interne, ça peut aussi toucher les attaquants. Tu sais, on parle beaucoup d'Emil Heinemann qui va pour le premier rappel à Montréal. William Trudeau qui veut y aller pour le premier rappel. Mais tu sais, des gars comme Mathias Norlinder, des gars comme Joshua Roy aussi, Sean Farrell également, vont vouloir aussi être appelés par les Canadiens. Puis je pense que ça peut créer une super belle chimie, honnêtement. Les attentes cette année à Laval, c'est un peu les mêmes attentes qu'avec les Canadiens, honnêtement. Mais je pense qu'on
on veut vraiment retourner en série cette année du côté de Laval. Je pense que le talent est là. C'est peut-être l'expérience qui va manquer. Faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins de constance dans les performances du Rocket en début de saison parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du junior. Je pense à des Riley Kidney qui ont rempli le filet dans la LHJMQ. Ça va arriver en Ligue américaine, puis je suis pas convaincu que ça va être le cas. Fait que des gars comme ça, est-ce qu'ils vont être capables de trouver des chaises adéquates pour contribuer au succès de l'équipe? Ça va être des choses à surveiller de ce côté-là. On a des gars comme Jaden Strouble qui vont continuer de se développer. Je pense que Strouble va avoir un rôle quand même assez important dans cette défensive-là par le fait que c'est un bonhomme qui est capable d'être robuste, fait le ménage en avant du filet. Puis des prototypes comme ça en défensive l'année passée à Laval, il n'y en avait pas tellement. Puis Strouble, à son arrivée, avait très bien fait dans ce rôle-là. Fait que je m'attends vraiment à une bonne saison du côté de Jaden Strouble. Fait que bref, si vous voulez suivre la couverture du Rocket de Laval, si vous voulez être plus informé sur les espoirs du CH, on a vraiment beaucoup de contenu sur le site web de toutsurlehockey.com. On a Jess qui va être à pas mal tous les matchs à domicile pour couvrir l'événement. Donc, écho de vestiaire, commentaires des coachs et tout. Puis, on va aussi avoir il y a le Hebdo CH qui sort à tous les lundis. Une petite chronique que j'écris sur le rendement des espoirs, peu importe la ligue, que ce soit la Ligue américaine ou en Europe ou ici dans la CHL. Fait qu'on a quand même une bonne couverture, honnêtement, des espoirs du CH. Donc voilà, consultez notre contenu sur le toutsurlehockey.com. Sur ce, c'est ce qui met fin à l'épisode. Merci d'avoir été des nôtres, les membres Patreon qui nous ont posé des questions et qui ont participé à la discussion. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Pour les gens à la maison ou au travail ou dans leur voiture qui nous écouteront le 13 octobre, c'est le début de saison du Rocket de Laval. Donc, consultez notre contenu sur le site. On va sortir le podcast pour que vous puissiez l'écouter avant le premier match. Donc, si vous voulez être membre Patreon, avoir accès aux épisodes d'avance, sans pub également, vous pouvez vous abonner au TSLH podcast sur Patreon. Mais sinon, merci de partager le podcast. Merci d'être à l'écoute. Puis, on se revoit dans un prochain épisode.